vais passer la parole à Madame Delsol pour la conclusion sur notre colloque. Merci. Pas longtemps, parce que je suppose que tout le monde est un peu fatigué. J'ai beaucoup apprécié l'histoire du texte par Monsieur Angamard et par Gaël de Melemestre. C'est toujours passionnant de comprendre comment ce qu'est devenu un texte à travers l'histoire, comment il a été oublié, pourquoi, et enfin de quelle manière on l'a retrouvé. C'est toujours passionnant. Mais je viendrai simplement pour terminer sur une question qui a été posée. Je regrette que Blandine ne soit plus là. Est-ce que Althussus serait le fondement pour un fédéralisme postmoderne? Alors, non et oui. Bien sûr que non. Mais, d'une certaine manière, oui aussi. Alors, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui est tout à fait anti-moderne. Et je reviens sur ce que vient de dire Franck à l'instant. C'est une société holiste, c'est-à-dire que dans la société qui existe et la société légitimée par Althussus, l'individu est une feuille de l'arbre. Une feuille de l'arbre. C'est-à-dire quand la feuille tombe, elle meurt. Nous n'avons pas du tout aujourd'hui la même conception de l'individu, à tort ou à raison, c'est un autre problème. Et donc nous avons une vision organique, vous venez de le dire, c'est-à-dire que la société est composée de corps intermédiaires, elle n'est pas composée d'individus. L'individu, d'une certaine manière, n'existe pas. Il y a des contrats entre les corps, il n'y a pas de contrat entre les individus, ça n'existe pas. Tout ça est tout à fait pré-moderne. Je ne dis pas anti-moderne, j'ai utilisé le mot anti-moderne, c'est idiot, parce qu'en fait, ça signifierait que le moderne a existé avant, ce qui n'est pas le cas. Disons que c'est pré-moderne. Et par conséquent, c'est la suite, il y a, je dirais, une inégalité ontologique. Alors peut-être que certains contesteraient cette expression ontologique, le mot ontologique peut-être, mais une inégalité vraiment de fond. C'est-à-dire que les êtres sont différents les uns des autres. Je vous cite simplement l'exemple d'un auteur que j'ai beaucoup étudié de la fin du 19e et qui essaye, j'avais fait autrefois un doctorat de 3e cycle sur lui, René de la Tour du Pin, qui, à la fin du 19e siècle, essayait de rétablir l'organicisme social. Justement, il faisait partie de ce courant. Eh bien, il défendait le vote du père de famille. Il disait, je suis pas contre la démocratie, mais c'est pas les individus qui votent, c'est le père de famille. La femme ne vote pas, bien sûr. C'est le père de famille et il vote pour tous ses enfants. Vous vous rendez compte, Franck, comme vous seriez riche, hein? Autrement dit, voilà une société tout à fait inégalitaire, si vous voulez. Bon. Alors, donc il y a ça. Et puis, il y a le fait que c'est une société qui est tout à fait antidémocratique. Alors d'abord, elle l'est parce que la démocratie est considérée encore à cette époque, et ça depuis la fin, depuis le Bas Empire ou la fin de la démocratie athénienne, hein, est considérée comme le régime des. D'ailleurs, vous avez utilisé tout à l'heure cette expression que l'on trouve chez Althussus, des factieux et des bavards. C'est-à-dire, finalement, le règne de la foule, c'est la démocratie, encore à l'époque, c'est l'ochlocratie grecque, c'est l'ochlocratie de Platon, c'est-à-dire le règne de la foule. Autrement dit, un machin qui marche pas. Hein. On donne pas le pouvoir comme ça à une foule. Et à l'époque, c'était encore courant d'entendre ça. Lisez Dante, par exemple. Alors évidemment, c'est un peu avant, mais vous trouvez cette théorie antidémocratique. C'est toute l'époque. Hein. C'est pas seulement chez lui, c'est chez tout le monde. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, et on le trouve très clairement dans le texte d'Althussus, il n'y a aucune idée ni de tolérance, évidemment, ni de ce qu'on peut appeler le relativisme du bien commun. C'est un peu, enfin, je sais pas si l'expression est bonne. Ça veut dire que, si vous voulez, le bien commun est une chose très difficile à trouver. C'est le fondement de la démocratie. Que finalement, chacun d'entre nous, avec son bon sens, peut déterminer le bien commun. C'est ça l'origine de la démocratie, hein, finalement. On n'est pas du tout là-dedans. L'origine de la démocratie, prenez par exemple Chesterton, qui est un auteur, l'auteur anglais qui avec son franc-parler et son ironie, exprime le mieux, à mon avis, ce qu'est la démocratie. Le type qui n'a aucune culture, dit Chesterton, qui est vraiment un peu brut de décoffrage, il a du bon sens, comme tout le monde, et ayant du bon sens, il est capable, comme le savant, de dire, par exemple, s'il faut
faire la guerre ou collaborer. D'ailleurs, il y a eu autant de gens qui ont collaboré en Allemagne ou en France, chez les élites, que chez les gens du peuple. Il suffit de regarder. Et Chesterton dit, celui qui a juste du bon sens et pas du tout de culture et qui est un peu plouc, est aussi capable qu'un autre de choisir son conjoint, d'éduquer ses enfants ou de se moucher le nez. Voilà ce que dit Chesterton. Ça veut dire, au fond, la démocratie repose là-dessus, sur le bon sens universel. Eh bien, vous ne trouvez absolument pas ça chez Althussus. Ici, le bien commun provient d'une vérité qui, au départ, est religieuse. Par conséquent, ne provient pas du tout du bien commun, du bon sens, pardon, de un tel ou un tel. Il n'y a pas, chez Althussus, de liberté de conscience, puisqu'il faut cultiver la religion, entre guillemets, orthodoxe. Ça a été dit par plusieurs personnes tout à l'heure. Donc, il s'agit absolument pas de démocratie. Et je le redis, je l'ai dit déjà tout à l'heure, ici nous avons la subsidiarité, mais nous n'avons pas la démocratie, qui sont deux choses bien différentes, puisque la subsidiarité, c'est la liberté des actes et des contrats internes, mais ce n'est pas la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté d'être athée ou tout ce que vous voudrez. Ça n'est pas ça du tout, c'est tout à fait autre chose. Alors vous pouvez avoir l'un et pas l'autre. Alors, deuxièmement, oui, d'une certaine manière, le texte d'Althussus pourrait être un fondement pour un fédéralisme postmoderne, ou je dirais plutôt un inspirateur pour un fédéralisme postmoderne. Alors, de quelle manière ? D'abord, de façon tout à fait inattendue à notre époque, et surtout pour un Français, Althussus redonne une légitimité aux corps intermédiaires que la modernité tente à écraser sous l'état bureaucratique. Et ça provient, ça vient de très loin, ça vient de l'époque révolutionnaire et des physiocrates, en fait. Je donnerai pour seul exemple la subsidiarité et l'Europe, et je regrette que Blandine ne soit pas là, parce que je suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle a dit tout à l'heure sur la subsidiarité et l'Europe. J'ai des expériences à ce sujet extrêmement douloureuses, puisque Jacques Delors m'avait demandé de venir pour parler de la subsidiarité et pour travailler sur la subsidiarité en Europe au début des années 90. Donc je devais aller toutes les semaines, je prenais mon train, j'allais à Bruxelles, je déjeunais avec Jacques Delors et après je travaillais avec son équipe. Et donc on parlait de la subsidiarité. Et au bout de 2 ou 3 fois, je me suis aperçu de la chose suivante. Mais je vais vous décrire ça, c'est très facile à comprendre, très simple. Comment vous pouvez prendre le terme subsidiarité et le retourner en centralisme, tout en continuant à parler de subsidiarité. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. La subsidiarité part du principe que tout part d'en bas, et quand on est suffisant, on fait. Quand on est insuffisant, l'instance d'en haut arrive et vous aide. Mais seulement quand on est insuffisant. Toute la question étant de savoir, qu'est-ce que c'est être insuffisant ? Qui est-ce qui décrète qu'on est insuffisant ? Est-ce que c'est celui d'en bas ou celui d'en haut ? Les Allemands appellent ça compétence-compétence. Qui a la compétence de la compétence ? C'est un problème, naturellement. Les Allemands ont beaucoup réfléchi sur la question. Ici, c'est pratiquement quelque chose comme du chinois. Mais c'est quand même un vrai problème. Alors, que faisait l'Europe ? L'Europe disait, c'est en haut qu'on décide de la compétence, qu'on décide de l'insuffisance des gens d'en bas, mais le niveau de l'insuffisance est placé très haut. Je vous donne un seul exemple pour que ce soit très clair. Prenez le problème écologique. Si l'instance d'en haut, c'est-à-dire, mettons, la Commission européenne, décrète que tous les pays doivent avoir un niveau écologique du Danemark, à cette époque-là, c'est-à-dire le niveau écologique le plus haut, tous les pays, sauf le Danemark, sont insuffisants. Autrement dit, l'instance européenne doit intervenir partout. Et c'est ça qui s'est passé. Ce qui fait qu'au bout du 4e déjeuner, j'ai dit à Jacques Delors, écoutez, j'ai 6 enfants à la maison, j'ai autre chose à faire que d'écouter votre conscience malheureuse, là. Vous allez dire que vous faites de la subsidiarité, vous faites exactement le contraire, et je ne suis plus jamais retourné. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Blandine tout à l'heure sur la subsidiarité en Europe. Il n'y a pas du tout de subsidiarité en Europe, parce que justement, c'est la Commission qui décrète que le niveau de bien commun est placé tellement haut que tout le monde est tout le temps insuffisant partout, ou pratiquement. Nous sommes insuffisants pour la santé, et pour les vaccins, et pour les écoles, etc., etc. Donc, je pense que nous avons besoin de relégitimer les initiatives issues de la société, et c'est là qu'un texte comme celui d'Althussus peut nous aider, parce que la technocratie délégitime constamment
toutes ces initiatives issues de la société. Ils ne savent pas, c'est ce qu'on entend tout le temps. Non, on entend tout le temps les gouvernants dire au peuple, en fait, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi, c'est que vous n'avez pas compris. Oui, vous entendez ça tout le temps. Ou encore le fameux TINA, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il y a ce que je vous dis et c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, on va vous réexpliquer. Donc c'est une sorte au fond de mépris. Nous avons besoin d'Althussus pour retrouver alors ce que disait Gierke et que j'ai une phrase que je trouve formidable que j'avais mise dans l'argumentaire de ce colloque. Je la cite de 3 ou 4 lignes. Le droit n'est pas la volonté collective que quelque chose soit, mais la conviction collective que quelque chose est. Ça vient d'en bas. Le droit est la conviction d'une communauté qu'elle est elle-même la source de normes pour la volonté. Et ça, je pense que voilà un texte qui peut vraiment nous aider pour nous sortir de cette technocratie qui, en fait, est une sorte se prend pour une science, est une sorte de platonisme, en fait. C'est du platonisme plaqué sur la modernité. C'est-à-dire que la politique ici est une science. Et ça, personnellement, je pense que la politique n'est pas du tout une science. C'est justement pour ça que je me suis intéressée à cet auteur. La politique est un art, un art prudent au sens aristotélicien. Autrement dit, je pense que, pour aller jusqu'au tyrannicide dont Madame a si bien parlé, chapitre 38, le tyrannicide s'applique aujourd'hui contre la dérive technocratique. Donc, je pense que là, Althussus est très précieux. Merci beaucoup, merci à tous pour l'organisation de ce colloque et de nous avoir écoutés. Et j'espère que nous arriverons à publier, à continuer à en parler, à profiter de cet auteur. Merci à tous.